Salut à tous et bienvenue dans 76. Bah, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est que 2. Amine ne sera pas là, hein, il est occupé en ce moment donc je me retrouve du coup avec, Honoré. Honoré, comment ça va? Bah, ça va très bien, écoute, je suis, content d'être là, bah, toujours, c'est toujours un plaisir de revenir enregistrer ici. Hem, on enregistre, à un moment où tous les trades ont été faits, enfin tous les moves, le roster est complet, donc on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça, heu et puis, heu et puis, on verra ce que ça donne. Ouais, 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 bah, c'est pas plus mal, je pense qu'on est un peu attendu parce que comme tu dis déjà tous les moves ont été faits, toutes les signatures puisque du coup les Sixers sont plutôt séparés de contrats et donc forcément ça a amené des joueurs, qui ont signé des contrats en buy-out. Et puis, ben, c'est pas plus mal aussi qu'on enregistre un peu après parce que c'est vrai que je pense que dans 76, on était un peu et pas que je pense dans 76, un peu toute la fanbase des Sixers sont un peu déçus de cette deadline, mais je trouve qu'au moins ça permet un peu de réfléchir à tête reposée à ce qui s'est passé, de pas de réagir trop à chaud. Parce que je pense que j'aurais réagi le lendemain, je sais pas en fait si tu fais des potes de qualité dans ces moments-là, parce que bah, il y a un peu la déception qui parle, hein, forcément, parce que, bah, les moves ont ont pas été terribles, hein, bah, j déjà, on est passé sous la taxe, on en avait parlé avant et ça a pas été une surprise et c'est ce qui a été fait. Mais je pense que c'est la manière de faire, en fait, qui a été, qui pose le plus question, puisque, bah, je vais le dire, mais du coup, on va récapituler un peu les moves, mais du coup, on s'est séparé de Jaren McCain qui est parti du coup du côté d'OKC, ce qui était un peu inattendu, hein, je pense que personne d'entre nous s'attendait à ce move-là. Je pense que même dans la fanbase, il y a eu un peu, c'était pas mal décrié, hein, ce move-là. Donc du coup, il part du côté d'Oklahoma City et Oklahoma City, du coup, envoie aux Sixers un first round de cette draft-là. C'est le pick des Rockets, hein, mais donc du coup, ce sera forcément un 1er tour, enfin un fin de premier tour, hein, parce que les Rockets, on le sait, c'est une équipe contender qui joue le titre et je pense que il y aura pas de surprise, ils passeront pas par le play-in. Alors, c'est possible, hein, mathématiquement, mais je serais quand même très étonné. Ce sera une équipe, je pense, qui va aller en play-off sans passer par le play-in. Donc forcément, ce sera un fin de premier tour et du coup, on récupère aussi 3 seconds tours. J'ai envie de dire, les seconds tours, c'est un peu anecdotique, surtout que c'est pas des seconds tours de cette draft-là, c'est des seconds tours, je crois, de 2028. Donc voilà, je sais pas déjà si tu veux un peu réagir à ça, Honoré, je pense que comme tout le monde, tu es forcément inattendu et un peu déçu. Ah bah, c'est clair. Oui, McCain, je l'imaginais partir dans un très gros trade s'il partait. C'était la seule possibilité que je voyais, mais le voir partir comme ça contre des tours de draft pour se séparer de son salaire, je suppose, c'était vraiment très inattendu et très décevant, hein, parce que je pense qu'il y avait des moyens de faire différemment. Hem, on le sait, hein, chaque année, on doit passer sous la taxe, hein, et les autres GM le savent aussi. Donc le pouvoir de négociation de Morey là-dedans, je pense qu'il est très faible. Et donc peut-être que les GM demandaient trop de pics pour se Mmh. séparer de Drummond ou de Oubre. Enfin, mais tant pis. Dans ces cas-là, tu les donnes, les pics. Je pense que c'était préférable à se séparer de McCann heu, qui reste quand même un joueur, avec un potentiel très important. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai choix de trader McCain plutôt que Drummond ou Oubre. C'était pas une obligation de faire. Hem, bah, McCain, je sais pas si si on va faire un peu de redite, je pense, hein, sur le joueur qu'il est, mais moi, personnellement, il y a 4 mois, je le valorisais plus que notre choix numéro 3 qui a amené à Edgecombe. Enfin, en fait, il m'avait tellement impressionné l'année dernière que j'étais persuadé qu'il deviendrait All-Star, enfin multiple All-Star, enfin, et je sais qu'on était beaucoup à penser que le potentiel, il était peut-être même supérieur à un joueur comme Maxi. Enfin, et en fait, il a montré trop de choses intéressantes, balle en main, mais off-ball aussi, enfin, le passing hyper intéressant. Enfin, il y avait trop de choses intéressantes, le shoot évidemment. Et ce qu'il a montré, c'était pas juste un joueur en surchauffe qui surperforme. Enfin, il y a de vraies qualités. Donc, je suis vraiment très surpris qu'on le bouge si tôt et qu'on arrête de croire au projet si tôt. Cette saison, c'était moins bien, hein, c'est évident. Il y a eu des blessures. Heu, bah, il y a un gros manque de confiance aussi, ça se sent, mais
Je sais pas, et ce move, il fait partie de ces moves un peu incompréhensibles, à notre échelle, je trouve. Alors il y a peut-être une question de blessure. Je me dis que ça peut être ça. Peut-être que le dossier médical est trop inquiétant et que Morey a préféré le lâcher, avant qu'il perde encore plus en valeur. Mais moi, en l'état, avec les éléments qu'on a, je comprends pas qu'on s'en sépare. Et c'est vraiment, j'étais en colère, hein, quand c'est arrivé. Hem Je sais pas, il y a peut-être enfin, il y a l'air d'avoir un gros écart entre notre vision de McCain et celle des Mmh. front office. Mais pas seulement Morey, hein, et pas seulement OKC, hein, parce qu'a priori personne n'a surenchéri à l'offre d'OKC, hein, donc enfin, c'est que je sais pas, soit ça ne s'est pas su qu'il était sur le marché, soit personne n'a proposé mieux, et ça m'étonne quand même pour un joueur aussi prometteur que McCain. Donc Ben, ouais. à pas alors, Morey a déclaré, moi j'ai écouté sa conférence de presse d'après trade deadline, lui il a déclaré qu'apparemment il y a eu d'autres offres, mais après ça c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu peux jamais le savoir. Quoi qu'il en soit, moi je te rejoins, je trouve que c'est pas lui il dit que il déclare qu'ils ont ven pour eux, ils ont vendu haut, mais pour moi c'est pas vrai. Enfin, pour moi tu l'as vendu à Mmh, sa valeur la plus basse, puisque là en fait il a jamais vraiment remontré son visage de la saison dernière. Donc pour mmh, moi, c'est vraiment tu l'as vendu au plus bas de sa valeur et la preuve, bon, tu récupères un first qui en soi, tu pourrais dire: «Ouais, c'est cool», mais sauf que comme je l'ai dit en intro, c'est un first de fin de premier tour. Tu le sais déjà. C'est pas comme si tu récupères un first de 2 ans et limite ça a plus de valeur parce que tu sais pas ce qu'il va devenir encore et ça c'est là où les pics ont le plus de valeur. Là, bon, bah, tu les Rockets sont déjà classés en haut. La saison, on est à plus de la mi-saison et on sait que c'est une équipe contender et cetera. Enfin, je vais pas me répéter ce que j'ai dit, mais voilà, ce sera un pic qui sera entre 20 et 30. Donc c'est un fin de premier tour. Après, je dis pas que je pense que ce pic tu peux en faire des bonnes choses. Soit ce sera remis dans un trade, soit tu peux drafter un autre joueur. Et après sur ce que tu as dit sur, la raison, en fait, on peut le lire de plein de manières différentes. Est-ce qu'ils ont voulu se placer sur une star? Yanis, qui était qui était mis sur le marché à la trade deadline, peut-être que c'est ça. Peut-être que eux apparemment, Morey a déclaré, que, leur but c'était de faire un move, lequel j'en sais rien, on n'en sait rien, mais que rien ne s'est matérialisé. Donc voilà, ils ont fait peut-être ce trade-là pour un autre move, mais en tout cas rien ne s'est matérialisé comme il a dit. Donc du coup, bah, on se retrouve avec, McCain en moins et First en plus. Ça peut être aussi, comme tu as dit, l'état de santé. En fait, il y a un peu tout qui est mélangé. Il y a, soit s'ils veulent se placer pour un move plus intéressant, soit il y a l'état de santé qui est trop inquiétant, mais après, enfin, moi, c'est ce que j'ai déclaré sur Twitter, mais on parle d'une blessure au ménisque, enfin, je veux dire, il y a rien non plus d'alarmant. Il s'est pas fait une blessure ultra grave non plus, des blessures au ménisque, plein de joueurs en sont revenus. Joel Embiid, on le voit et puis Joel Embiid, c'était pas sa première re blessure au ménisque, il en avait déjà une à l'autre genou qui s'était fait lors de la série contre les Hawks. Ça l'a pas empêché de refaire des saisons, calibre MVP. Et McCain, c'est pas un pivot de 2,16 m, tu vois, qui pèse je ne sais combien de kilos. C'est un joueur petit. Ces joueurs-là reviennent beaucoup mieux de ce genre de blessure. Chris Paul, en début de carrière, je crois, s'était fait aussi une blessure au ménisque. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu reviens de ce genre de blessure. Après, ce qui est sûr, c'est que ce genre de blessure, je pense, met du temps avant de retrouver ton vrai état de forme. Surtout que lui, il a pas eu on lui a pas retiré une partie du ménisque. Il a eu une réparation et apparemment, ce genre d'intervention met plus de temps. Enfin, tu mets plus de temps à revenir à ton état de forme que tu étais auparavant. Et je pense qu'en vrai, il faut peut-être une saison avant de revenir. Et puis, McCain, il a jamais eu un gros temps de jeu aussi. Donc, ça aide pas non plus à revenir en forme. Et après, dernière chose que tu as un peu évoquée, moi, j'ai l'impression aussi qu'il a jamais vraiment fait partie des plans, de la franchise. oui. Ça a été déclaré, dans de nombreux podcasts. Il y a, bah, le podcast, Ricky Sanchez qui est un peu connu dans la fanbase des Sixers, où Morey intervient, il intervient souvent, tu sais, il fait des interviews avec eux, souvent une fois par an et ils l'ont évoqué un podcast que j'ai écouté récemment. Quand ils ont évoqué le sujet McCain, ben, Morey, en fait, tu sentais il faisait pas trop partie du plan, en fait, que il évoquait souvent Maxey, il évoquait souvent Edgecombe
mais ils étaient obligés de poser la question. Oui, et McCain dans tout ça, il disait: «Ah oui, McCain, joueur, oui, oui, qui est prometteur, qui a fait une bonne première saison», mais un peu comme si, tu vois, en fait, il faisait pas vraiment partie des plans comme Maxi, comme Edgecombe, donc peut-être qu'aussi c'est tout simplement ça. Il le valorisait pas comme nous on le valorisait, et moi je suis un peu comme toi, j'ai pas peur de le dire et je l'ai déjà dit, mais pour moi je pense que le plafond théorique de McCain, il est au-dessus de Maxi. Après, ça veut pas dire que ça arrivera, mais moi c'est un peu l'image que j'en ai, je pense qu'il a vraiment un plafond théorique qui est plus haut. Après peut-être que ce plafond il l'atteindra jamais et peut-être que justement le front office, il n'y croit pas. Ça, c'est tout à fait possible. Mmh. Ah bah, ça, de toute façon, oui, je suis persuadé qu'il n'y croit pas, hein, sinon il l'aurait pas lâché. Mais, la phrase qu'il a sortie en conférence de presse, oui, comme quoi qu'il a été vendu au plus haut, moi ça m'interpelle quand même, hein. Enfin, parce Mmh. que il y a 4 mois sa valeur était évidemment plus élevée, donc ça veut dire qu'il dans l'esprit de Moret, ça ne va faire que descendre. Là, il ne pouvait pas en tirer plus. Donc, ouais, je suis vraiment très surpris. Et je sais pas si tu as vu passer, mais il y a eu un petit fun fact, c'est la première fois depuis 10 ans que Sam Presti dépense un pic pour un joueur. Oui. Donc quand même que ça soit pour McCain, je trouve pas ça si anodin que ça. Enfin, c'est Bah, vraiment ouais. un joueur qui peut exploser et ça me ferait mal qu'il explose ailleurs que chez nous, même si j'espère qu'il va exploser. Mais c'est Amine qui disait ça d'ailleurs dans un épisode précédent, c'est que, ben, on voyait bien que ça n'allait plus, qu'il y avait des problèmes de confiance, chez nous. On doute pas du talent, mais on avait un petit peu peur qu'il explose ailleurs. Ben, malheureusement, Bah, c'est ouais. c'est ce qui risque de se passer. Ouais, moi j'aurais pas pensé que ça se passe dans un move comme ça de trade deadline, pour moi, c'est plus un trade de McCain, tu m'aurais dit: «Bah, McCain va être tradé, prochainement». J'aurais plus dit: C'est parce que tu ramènes un autre joueur en contrepartie. Yanis ou autre, tu vois, par exemple, mais tu vois, il fait partie d'un package et bah, voilà, tu l'envoies parce que c'est un jeune prometteur. Ça, je l'aurais totalement compris et assimilé, mais que ce soit un move où tu t'en sépares et que tu récupères juste un first en face sans vraiment une autre contrepartie intéressante, bah, là, j'avoue que ça m'aurait étonné et c'est pour ça, je pense qu'on est tous étonnés, mais je pense que c'est simplement, ouais, la franchise, j'ai l'impression, ne le valorise pas comme nous on le valorise, et je pense qu'aussi il y a un problème de fit. Ça, je pense qui est assez évident puisque, bah, c'est vrai que tu avais, 4 guards entre, Maxey, Edgecombe, McCain et Grimes, et McCain, il là, à l'instant T, il était, 4e en fait. Les 3 autres étaient largement devant lui en termes de statut, et je pense qu'il y a aussi le fait que Maxi, il y a eu l'explosion de Maxi qui est un peu, bah, voilà, qui est c'est un peu lui le titulaire et le numéro un de cette rotation-là, et le problème, je pense qu'il y a un problème de fit entre les 2, en fait, aligner Maxi et McCain, oui, ça fit offensivement, mais défensivement, il y a un énorme problème. Tu auras toujours 2 cibles en même temps sur le terrain. Heu, il y a un problème de taille, les 2 sont petits. On le voit avec, Garland et Mitchell. Est-ce que, tu vois, les Cavs aussi qui finalement s'en sont séparés et ont préféré, recruter, James Harden. Je pense qu'il y a aussi un problème de fit, défensif, et je pense qu'il y a aussi ce problème-là, entre les 2. Edgecombe fit beaucoup mieux parce qu'il y a le côté défense, chose que McCain n'a jamais eu, et c'est peut-être aussi ça qui a poussé la franchise à s'en séparer. Bah, je suis d'accord sur le problème de fit, hein, c'était assez évident cette année, hein. Heu, enfin, il était jamais balle en main, en fait, McCain, alors que l'année dernière, c'est quand même ça qui nous avait bien Mmh. séduit. Maintenant, si c'était un move vraiment sportif, hein, on s'en sépare, mais on ne se renforce pas par ailleurs. Enfin, juste on s'en sépare. Il y a pas d'ajout, pour compenser sa perte. Donc, je sais pas si vraiment on peut raisonner sportivement sur ce trade. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que se séparer, de McCain pour récupérer des pics, pour ensuite ressortir ces pics dans un trade futur, d'accord, mais est-ce que ces pics auront plus de valeur que McCain, qu'un jeune prometteur comme McCain, qui a montré ce qu'il a montré? Ça, j'en suis pas certain. Donc, vraiment, ouais, je suis dubitatif sur la stratégie de Moret, mais bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Il y a que le temps Ouais. qui nous dira.
Ouais, mais si on refait un on va y revenir après, hein, sur Daryl Morey, on a prévu de faire un focus là-dessus, mais pour récapituler, allez, rapidement les autres mouvements parce que bon, on va pas non plus trop s'étendre, je pense, dessus. Il y a eu, Eric Gordon et un swap du second tour qui a été, du côté de Memphis. Ça, c'est pareil, c'est un move financier. Ça, en fait, ça a été fait pour convertir Dominique Barlow parce que juste le trade de McCain et convertir Barlow ne suffisait pas pour être en dessous de la taxe, en tout cas faire tous ces moves-là et être encore en dessous de la taxe. Donc du coup, Eric Gordon, c'est un dump, hein, tout simplement, un salary dump qui a été fait. Alors rien que ce move, par contre, je tiens à le préciser, juste le move d'Eric Gordon et on aurait gardé McCain, nous suffisait à passer sous la taxe, parce que je rappelle, ce qui a aussi beaucoup aidé les Sixers et ce qui est plutôt, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est comique, mais c'est la suspension de Paul George, hein. Parce que vu que Paul George a été suspendu, c'est 25 matchs, hein, je crois, hein. Oui, c'est En ça. fait, une partie de son salaire, il va pas le toucher et je crois que c'est 5. Donc il y a 5 de son salaire qui ont été retirés du salary cap pour cette saison et en fait ces 5, au lieu d'être à 7 millions au-dessus de la taxe, on n'était plus qu'à 1 million au-dessus de la taxe. 1 million et quelques, 1 million, 1,5 million, j'ai plus les chiffres exacts, mais en gros, c'était dérisoire et un tout petit move te permettait en fait de passer en dessous. Donc typiquement, tu dump Eric Gordon, et bah, t'étais en dessous de la taxe et c'était bon, et t'avais besoin de rien faire d'autre. Sauf que le problème, c'est que si tu faisais que ça, tu ne pouvais pas re-signer Dominique Barlow. Je pense que Barlow était clairement dans les objectifs de la franchise de le signer à un contrat, et ce que je trouve très bien. Alors, on en parlait un peu en off. Est-ce que c'est pour ça aussi que McCain a été sacrifié? Mais j'ai envie de dire, si tu sacrifies McCain juste pour signer Barlow, je trouve que c'est quand même un move. Enfin, moi, je comprendrais pas trop. J'adore Dominique Barlow, je pense qu'on l'aime tous ici et il apporte énormément. On l'a bien vu, il est même limite titulaire des fois. Il a souvent été. Alors que depuis que Kelly Oubre est revenu, il est repassé sur le banc, mais c'est quand même un joueur qui a un gros rôle cette saison. Mais bon, Barlow, on est quand même sur un joueur sympa, mais qui reste quand même gadget et qui, je pense, qu'il y a pas. Même si ça reste un jeune joueur et je pense qu'il sera très intéressant, il n'y a pas non plus autant d'espoir qu'on avait envers un Jared McCain. Donc, voilà, je sais pas ce que t'en penses, si tu veux un peu réagir rapidement, mais voilà, je trouve que ça fait pas non plus trop sens, quoi. Oui, oui, oui. Bah, en fait, oui, je reviens juste sur la suspension de Paul George. En fait, ça nous permettait de garder Oubre, ce qui, nous, personnellement, ne nous fait pas forcément C'est plaisir, mais ça je aussi, pense que ouais. pour le front office, Oubre est important. Enfin, Nurse a l'air de vraiment bien l'aimer quand même, hein. Enfin, il joue 35 minutes par match, donc je pense que c'était une «bonne nouvelle» entre guillemets pour Nurse, à ce niveau-là. Pour revenir sur le trade de Gordon, bah, ça n'a aucun impact sportif, hein. Il jouait pas et puis même le garbage, il le jouait pas. Donc au final, vraiment c'est un dump pur et dur et puis, on donne pas grand-chose, hein, pour, enfin c'est un swap, du second tour de Memphis en 2032 donc vraiment, comptablement ça ne coûte même pas un pic, hein, puisque c'est un swap et puis, bah, dans le pire des cas, ça sera un pic, 33-34 quoi. Enfin c'est vraiment pas grand-chose. Hem, je ce trade-là en soi me dérange pas, hem, mais c'est d'avoir fait le trade de McCain avant. Et puis, bon, après, au niveau des signatures, hem, la signature de Barlow se fait pas au minimum, hein. On dépense une partie de la mid-level exception, pour le signer, mais je pense quand même qu'il fallait le faire, hein. Bon alors l'idéal, c'était un minimum. Bon, c'est pas le cas, mais c'est quand même un joueur qui est important. À choisir entre Barlow et McCain, j'aurais choisi évidemment McCain, mais Barlow est vraiment est une très, très bonne surprise. Même offensivement, enfin offensivement, personnellement, j'avais des gros doutes, hein, sur sa viabilité, en début de saison et au final, il arrive quand même à se rendre utile, malgré son absence de shoot. Enfin, il est utile, près du cercle, il fait des bons cuts, enfin, le QI basket est là aussi. Enfin, je suis vraiment très satisfait de cette, signature. Hem, ouais, c'est en fait, si tu retires le trade de McCain, la deadline est plutôt elle est pas géniale, mais elle est satisfaisante, quoi. C'est vraiment le trade de McCain qui fout tout en l'air. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on n'avait pas, on l'a dit dans l'épisode précédent qu'on avait fait avec Amine, on n'avait pas de grandes attentes pour cette trade deadline. Moi, je m'attendais à ce qu'il se soit très calme parce que je voyais pas vraiment
un trade ou un ajout. Alors il y a eu le la rumeur, enfin, on n'a jamais vraiment été dans les rumeurs du trade de Yanis, mais quand on l'a vu popper, moi je vous je vous, dans notre conversation, on va le dire aux auditeurs, on a une conversation 76. C'est vrai que moi j'ai directement pensé à Morey parce qu'on le sait, Morey c'est un GM pardon qui aime bien, qui aime bien faire des moves. Qui aime bien faire des moves de star, donc dès qu'il y a une star qui est libre, forcément tu y penses. Après voilà, je pense qu'on aura la réponse plus tard. Est-ce que vraiment aussi Yanis, est-ce que c'était pas pour faire monter les enchères? Enfin, en plus, il a ouvert une boîte de enfin, il a signé un contrat pour, des paris sportifs. Enfin, il y a eu toute une histoire un peu comme ça. Est-ce qu'il y avait pas aussi des spéculations là-dessus? Moi, je pense qu'il va partir, mais le plus probable, c'est qu'il parte quand même cet été. Et c'est d'ailleurs, ce qui risque de se passer, puisque finalement, il y a pas eu de move comme ça, parce que c'est tellement des moves de grosse ampleur que c'est souvent pas évident que ça se fasse avant la fin de la saison. Donc moi, j'avais pensé à ça, mais pour revenir à ce que je disais, on s'attendait pas à des gros moves, on s'attendait à passer sous la taxe et à re-signer et à signer un vrai contrat Dominique Barlot, ça c'était évident puisque, on peut pas utiliser un two-way, enfin il y a un minimum de matchs et on voyait très bien qu'il faisait partie, de l'effectif. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Mais comme tu dis, ce qui gâche un peu le tout ça, c'est le trade de McCann et ce qui fait que forcément, on est déçu. Donc voilà. Ensuite, on a eu la conversion récente là de Jabari Walker. Ça aussi, c'était peut-être un poil moins attendu, mais c'était quand même un petit peu attendu. Donc ça, c'est très bien aussi. Je pense que ça, là-dessus, sur tu vois, Morey a fait 2 paris en two-way et les 2 paris sont avérés ultra payants, surtout Dominique Barlow, mais j'ai envie de dire, même Jabari Walker, c'est voilà, un défenseur qui de switch, qui a un peu de 3 points. Voilà, qui a pas d'énormes qualités, mais voilà, qui a qui est bon à peu près partout et ce qui est plutôt cool. Donc c'est bien aussi, je pense qu'on les signé, on a besoin de joueurs comme ça. Ensuite, on a eu, le retour de Cameron Payne. Alors ça, c'était un peu inattendu. Moi, je savais même plus où il jouait effectivement, mais en fait, il jouait en Europe, en Euroleague. Donc il a l'info est venue d'ailleurs de l'Euroleague comme quoi il son contrat en gros, c'est le joueur qui a racheté un peu son contrat et les Sixers aussi. Je sais pas trop comment ça marche. Je crois qu'on avait déjà fait ce genre de move, pour Gershon Yabusele où pareil, il avait dû couper son contrat en Europe et on l'avait ramené comme ça. C'est un peu le même genre de move, sauf qu'au lieu que ce soit faire l'intersaison, c'est fait, à la deadline. Mais du coup, bon voilà, Cam Payne a été signé parce que, forcément avec le trade de Jaren McCain, je pense que tu avais besoin, un peu de profondeur, sur le poste de guard. Bon, c'est un move, un peu insignifiant. Forcément, on n'est pas trop content quand on voit ça, parce qu'on se dit: «Bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder Jaren McCain à la base et du coup, on n'aurait pas eu besoin, de signer ce genre de joueur?» Il dépannera comme on l'a dit en saison régulière, mais voilà, je pense qu'arrivé en playoff, il jouera pas trop parce que, c'est un joueur qui peut quand même pas mal se faire cibler. Mais voilà, on va dire que c'est des moves qui sont faits un petit peu à la marge, parce que, sur le marché des buyout, tu jamais grand chose et bon, écoute, c'est peut-être le moins pire, j'en sais rien, puisque de toute façon, on en parlait en off, il y avait Uday Smith, peut-être c'était un peu le meilleur joueur de ces buyouts, mais du coup, il a signé du côté de Phoenix. Et sinon après, on a signé des two-way. Alors il y a eu Tyrese Martin, moi que j'aime bien, qui faisait plus partie des plans du côté de Brooklyn. Il y a eu Marjon Beauchamp, mais qu'on avait déjà du côté des Delaware de la J-League. Donc lui pareil qui a été signé en two-way et je crois qu'il y a un troisième, mais je ne m'en rappelle plus qui c'est, je sais pas si tu l'as en tête? Dalen Terry? Oui, Dalen Terry, voilà, c'est ça. Dalen Terry, du coup alors Dalen Terry lui qui a été du côté de Chicago, ça a été dans plusieurs trades, il a été du côté de New York, c'est dans le trade de Gershon Yabusele, hein, il me semble, qui va du côté de Chicago. Dalen Terry allait du côté de New York, il s'est fait couper, et nous, du coup, on l'a signé. Alors, Dalen Terry, j'avoue que c'est peut-être le joueur où j'ai le moins d'avis. Chicago, je crois que c'est une des équipes que je regarde le moins jouer. Et c'est un peu les joueurs de Chicago, tu sais, qui sont un peu grands, athlétiques, mais qui ont pas vraiment marché. Ça fait un moment quand même qu'il est du côté de Chicago, même si ça reste un jeune joueur. Ouais, Bon, c'était sa j'avoue que 4e année, hein, ouais. ouais, c'est ça. C'est un joueur qui a jamais eu un gros rôle, mais moi j'avoue que j'ai pas trop d'avis sur ce joueur-là. C'est quand même un 1er tour, mais bon, qui a pas l'air d'avoir trop marché en tout cas. Donc on tente le pari, c'est un two-way, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Mais puis en fait, on trouve un petit peu un pattern dans tous les two-way que signe Morey. Enfin, Beauchamp, Terry, c'est
que des joueurs, qui seraient, à la fin de leur contrat rookie quoi, s'ils avaient, encore leur contrat. C'était la même chose pour Barlow et Walker en fait. C'est des joueurs qui restent encore jeunes, à qui on offre une deuxième chance et ça coûte rien quoi. Si ça fonctionne, tant mieux, si ça C'est fonctionne ça, pas, ouais. tant pis. Donc c'est vraiment enfin, personnellement, je suis assez satisfait des joueurs sans connaître vraiment leur niveau, hein. Enfin, on verra si ça marche ou pas, mais dans l'idée, enfin, j'aime beaucoup la gestion des two-way de Moret, c'est vraiment pas mal. Après, sur Payne, en fait, la signature est un peu insignifiante. Enfin, il fallait un guard en plus parce que bah, on en a plus que trois de fonctionnels, hein, je pense. Il y a Grimes, il y a Maxi et puis il y a Edgecombe. Laurie, je le compte pas parce que bon, il jouera plus. Donc il fallait un joueur de plus pour la saison régulière, mais enfin, tu t'en as très bien parlé, hein, c'est pour les playoffs, je pense pas qu'il puisse jouer, il sera beaucoup trop ciblé. Hem, et puis ben Jabari Walker, le trade de Gordon permettait aussi de libérer un spot. Donc c'est pour ça qu'il est signé. Après c'est pareil, c'est du fond de rotation. Je pense il peut rendre des services, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Ouais. Oui, non, complètement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour des moves, du coup, on va pouvoir aller un peu dans notre focus sur Daryl Morey. Je pense que c'est important d'en parler un peu de la j'ai un peu envie d'englober tout là-dedans. Je pense qu'on va partir quand même des moves qu'il a fait un peu à la trade deadline parce qu'il y a en fait, il y a un peu un pattern, hein, qui se répète, hein. Daryl Morey, ça fait maintenant un petit moment qu'il est là. Déjà, on le sait, à cette trade deadline, il y a toujours la consigne de passer sous la taxe. Heu, Tu vois, j'ai regardé en fait sur les 10 dernières années, on a été que 2 fois dans la taxe. C'était la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022. C'est les seules années, où on était pardon, au-dessus de la taxe, en tout cas que le propriétaire a donné son feu vert. Et sur ces 4 dernières saisons, on a dû passer sous la taxe. Alors là, 2022-2023, je crois que c'était un peu plus urgent parce qu'en fait, quand tu y es au-dessus pendant plus de 3 saisons, tu dois payer ce qu'on appelle la repeater tax. Donc je pense que c'était pour éviter ça. Mais quand je dis qu'il y a un pattern qui se répète, c'est que, c'est un peu dans la gestion, je trouve, des jeunes role players. Tu vois, il y a l'exemple de Tybull où on s'en est séparé contre Jalen McDaniels. Alors qu'en plus, c'était quand même une saison où on était, peut-être le plus contender de ces dernières saisons. Ouais. Je rappelle, hein, c'était la saison en fait où il y avait James Harden, il y avait, Joel Embiid qui jouait, c'était l'année même où il a eu son MVP, hein. Mais en tout cas qui jouait Ouais, je un crois, hein. ouais. C'est la saison où on a été éliminé au second tour contre Boston et finalement c'était peut-être la saison où on était le plus proche d'aller en finale de conférence depuis la série, perdue face aux Raptors, hein, puisqu'on remporte le fameux match 5, au TD Garden et on menait 3-2, où généralement quand tu mènes 3-2, tu récupères l'avantage du terrain, tu as plus qu'un match à gagner et puis, il y a eu ce fameux, match 6 où, Tatum prend feu et en vrai, on n'était pas si loin de le prendre. Après voilà, ça des fois, il y a le jeu un peu de la variance, des tirs qui sont pas rentrés et cetera. Mais en tout cas, pour dire que, pour moi, on n'en parle jamais assez, mais tu étais vraiment vrai contender. Et oui, Tybull, c'est pas un joueur parfait, loin de là, je pense que les Sixers recherchaient un joueur qui est plus two-way player, tu vois? Qui aura apporté un peu des 2 côtés du terrain parce que Tybull évidemment, il y avait, la défense de la super défense, mais l'attaque pêchait un peu. En fait, moi, ce que je reproche à Morey, faire un move, pourquoi pas. Passer sous l'attaque, je trouve que bon, ça, c'est pas de sa faute, c'est le propriétaire. Mais par contre, récupérer Jalen McDaniels, moi, j'ai jamais été convaincu par ce mouvement et en fait, on même, tu vois, Daryl Morey nous le vendait: «Oui, on pense que c'est un joueur qui pourra contribuer» et cetera, mais en fait, il a pas été re-signé après et en plus, on le voit très bien que ça a jamais été un joueur, je crois qu'il joue même plus en NBA, mais en fait, c'est plus tu as vraiment fait un move pour passer sous la taxe et tu pas cherché à te renforcer plus que ça. C'est peut-être ça un peu qui pose question. Un autre joueur qu'on pourra inclure dedans, alors il y a eu je sais pas si c'était pas des moves de trade deadline, mais il y a un Isaiah Joe qu'on s'est séparé contre rien. Alors lui, c'est même pire, c'est un joueur qu'on a coupé. Et puis il y a Jaden Springer, il y a 2 saisons. Alors je sais que moi j'étais un peu, énervé sur le moment où ça s'est fait parce que c'est vrai qu'il montrait des très bonnes choses en défense, mais on va dire c'est peut-être un move moins significatif.
Mais tu vois, il y a un peu ce truc qui se répète de Daryl Morey, je trouve des fois, balance un peu «à la poubelle» entre guillemets des joueurs qu'il a draftés lui en plus, hein. C'est un peu ça qui est alors sauf Ty Bull, c'était pas encore lui, mais tu vois, des jeunes joueurs qui des role players, on va dire prometteurs, mais qui peuvent quand même apporter dans un effectif et qui sont en contrat rookie. Je trouve qui est tu vois, c'est des contrats qui sont quand même ultra importants mais que Morey va pas essayer de valoriser. C'est-à-dire tu peux les mettre dans un package et récupérer un autre role player qui sera plus utile. C'est un peu des je trouve des joueurs qu'on jette à la poubelle pour des moves qui sont insignifiants et je trouve que c'est un peu dommage. Je sais pas ce que tu en penses, Honoré? Ah ben je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, enfin, pour Morey, la NBA, c'est une ligue de superstars et ça se voit dans les moves qu'il fait. Enfin, je pense qu'on va en parler un petit peu après, mais puis il a fait Harden, Paul George, même si c'était pas un trade. Mais enfin, tout ça, ça coûte très très cher en salaire, hein, d'avoir 3 contrats max. Même si tu gagneras pas sans avoir des joueurs comme ça, faut être un peu malin à côté. Et Morey, il a 2 contraintes quand même par rapport à d'autres. Bon, déjà, il y a le nouveau CBA qui est très restrictif, mais il y a le proprio, Josh Harris qui oblige à repasser sous la taxe et enfin, quand tu dois faire des économies, les contrats rookies, c'est très utile à ce moment-là. C'est, enfin, tu peux avoir des role players pour plusieurs années pour pas cher avec des salaires, vraiment très attractifs donc enfin moi de mon point de vue, c'est pas les premiers joueurs à bazarder dans ces cas-là. Tibulle, c'était vraiment un cas marquant. Bah, après pour le coup là, je pense que c'est vraiment pas que de sa faute, hein, parce que tu ne pouvais vraiment pas aller dans la taxe a priori, à cause de la repeater tax. Mais enfin, c'était l'année où tu avais les moyens d'aller plus loin si vraiment tu faisais l'effort de te renforcer, quitte à lâcher des pics, c'est tant pis. Enfin, toutes les autres franchises le font, hein. Nous, on a toujours un pool de pics qui est très important pour pouvoir, c'est utile, hein, ça permettra de faire des gros trades dans le futur, mais on peut pas toujours remettre les choses à plus tard. Enfin, il y a une fenêtre qui se referme et c'est dommage de perdre ces joueurs-là qui peuvent être vraiment très utiles. Ouais, Après, c'est des joueurs qu'il a souvent repérés lui-même, hein, comme à part Taiboul, et il est bah, c'est très bon ça. pour ça. C'est, Bah, c'est enfin, ça qui est bah, en plus, je rebondis sur ce que tu dis, mais dans l'ère du nouveau CBA, les contrats rookies, c'est ultra important et en fait, quand tu des contrats rookies qui comptent, qui arrivent à contribuer, bah, c'est d'autant plus important et je comprends qu'il y a la contrainte de la taxe. Tu parles notamment de Taibul, c'était encore plus contraignant. Tu devais absolument y aller pour pas payer cette repeater tax. Mais en fait, j'ai envie de dire, les moves, tu peux les anticiper aussi. Déjà, t'es pas obligé de t'en séparer un peu forcément. Bah, arrivé à la trade deadline, tu au-dessus de la taxe, tu sais que tu dois aller en dessous. Déjà, c'est une, contrainte encore pire et comme tu l'as dit en intro, les autres GM le savent. Donc mmh, tu pas en position de force à la table des négociations déjà. Mais du coup, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux pas les anticiper ces moves-là à l'été d'avant, tu vois? Parce que moi, je me souviens, j'ai aussi envie d'inclure ça. Moi, je trouve que Daryl Morey, ça s'est peut-être un poil amélioré, encore que, mais tu sais, c'est les signatures, je trouve, de l'été. Je parle pas des stars, hein. mmh, Je parle vraiment des role players. Moi, je trouve que les signatures qui ont été faites en général ont souvent été très mauvaises, voire très mauvaises. Tu vois, j'ai noté quelques joueurs. PJ Tucker, même s'il a été utile, mais on l'a surpayé, hein, faut se rappeler, hein. oui, C'était plus de 10 millions la saison. et c'était sur Daniel 3 House, ans, hein. C'est c'est sur ça. 3 ans, on le signe à 37 ou 38 ans, je sais plus exactement, mais Ouais. on savait que ça irait pas jusqu'au bout. Tu vois, PJ Tucker, tu le signes à l'été et ensuite arrive la trade deadline, c'est là où tu te sépares de Tybalt. Donc tu vois, est-ce que tu aurais pas pu avoir un joueur similaire ou je ne sais pas, mais que tu payes moins cher? Tu vois, Mmh, au lieu de le payer 10 millions, bah, tu vas le payer 5, 6 millions et peut-être que du coup, bah, tu auras pas besoin de passer sous la taxe parce que tu auras payé ce role player moins cher et que du coup, bah, Tybalt, tu pourras le garder. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je parle de bah, peut-être anticiper, ta gestion de roster. Tu sais que tu vas devoir passer sous la taxe. Je veux dire, bah, dans ce cas-là, tu l'anticipes. Parce qu'en fait, moi, je m'en rappelle très bien de cet été-là. C'est là où donc on a signé PJ Tucker. C'était avec la mid-level exception et on a signé Daniel House pour la biannual exception qui était à 5 millions. Mais tu vois, c'est pareil, c'est des joueurs pour moi, enfin Tucker, je pouvais l'entendre, mais pas aussi cher. Mais Daniel House, bon, moi, quand j'avais vu la signature, je me rappelle, j'ai dit: «Ouais, bah, en fait, c'est un ancien Rocket», tu vois? C'est un joueur qu'il avait, il y a 2, 3 ans, avec James Harden. En fait, il les ramène, sauf que, oui, ces joueurs-là, c'était très bien il y a 3, 4 ans.
par rapport à leur signature, mais quand on était en 2019, enfin, est-ce que ces joueurs-là valent autant? Je crois pas, tu vois? Mmh. Daniel House à 5 millions, je trouve que c'est beaucoup trop, tu vois? Et je trouve qu'on a ce pattern qui se répète même, tu vois? Je vais élargir un peu mon propos sur, sur les signatures des saisons qui sont, plus récentes. Eric Gordon qui a été signé à un pas tu vois, c'est au minimum, mais c'est pas un petit minimum parce que vu que c'est un vétéran qui avait de l'expérience, c'est un minimum qui a été beaucoup plus haut et en plus, on l'a signé sur 2 ans, ce qui est un peu Oui. aberrant pour un minimum Mmh. où normalement un minimum c'est une saison et c'est tout. Le contrat d'André Drummond, où c'était même pas un minimum, mais je me rappelle, on c'était pas mal à s'interroger, où c'était un 5 millions sur 2 ans. Donc 5 millions la première année, 5 millions où c'était une player option, mais André Drummond, c'était évident qu'il allait la prendre. Et puis bon, bah, il y a le cas Kelly Oubre où peut-être c'est un peu il avait fait une bonne saison au minimum, donc on lui donne une full mid-level enfin non, pas une full, mid-level, pardon, une mid-level normale, mais que moi je trouve c'est un peu élevé. Mais tu vois, il y a un peu ce pattern de on surpaye un peu des role players que je trouve qui sont pas si bons que ça, tu vois? Qui valent plein en tout cas, je trouve leur contrat. Oui, c'est clair. Et puis, bah, tous ces role players, tu dois t'en séparer à un moment donné parce que tu veux repasser sous la taxe et au final, ça Exactement, coûte des c'est seconds ça, tours, hein. Au final, tu mets c'est tout ça. bout à bout, je sais pas ça fait combien au total, mais je pense qu'on doit être à facilement 5 ou 6. Parce que je sais qu'on en avait lâché aussi pour Reggie Jackson, enfin pour séparer de Reggie Jackson. Alors c'était un contrat minimum je crois, mais quand même, hein, tu lâché un second tour pour le dumper. Il y avait KJ Martin aussi, où on avait dû lâcher un ou 2 seconds tours. Enfin J'ai bref, tu en as quand même pas mal, hein. j'ai le nombre exact parce que je suis tombé sur un article, Ricky Sanchez a sorti, je crois que c'est hier ou avant-hier. Je me suis dit: «Ce serait pas mal de s'en servir un peu pour le pod». On a dépensé en tout, pour les joueurs que tu as cités, Eric Gordon, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que PJ Tucker, on a été taxé de 2 seconds tours parce qu'on a été accusé de tampering, faut pas Ah oui, c'est l'oublier. vrai. Voilà, il y a cette histoire-là. Donc il y a eu le dump, il y a eu KJ Martin, Eric Gordon, PJ Tucker, Daniel House, Patrick Beverley aussi. On a dépensé 7 seconds tours de draft pour se séparer un peu de tout ce beau monde pour repasser sous la taxe. Mmh. Eh, Donc c'est c'est tous les ans énorme, hein, quand pareil, même, hein. hein. Et même les seconds tours qu'on a récupérés dans le trade de McCain, il y a un monde où on les perd, c'est de l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin, pour juste dumper des salaires, comme on le fait chaque année. C'est un vrai problème. Ouais, bah, en fait, c'est dans ce sens-là où je parle parce que là, oui, je vois, ouais, on peut se satisfaire, on a récupéré des seconds tours. Je crois que la trade deadline d'avant aussi, on en récupère, mais on en récupère 4 parce qu'on lâche un late first round qui avait pas une grande valeur. Mais en fait, quand tu mets ça tout bout à bout, tu te dis: «Mais» je crois que l'article d'ailleurs l'évoque, mais si tu avais fait peut-être des meilleures signatures et que tu n'avais pas à sacrifier ces 7 seconds tours, mais tu aurais peut-être plus de second tour qu'à l'heure actuelle, alors que tu as dû faire des moves pour récupérer des seconds tours, mais tu vois, c'est un peu en fait, tu payes les erreurs passées aujourd'hui. C'est un peu, je pense que c'est un peu là où on veut en venir parce que en fait, tu as surpayé un peu des vétérans Daryl Morey aime bien faire ça, des vétérans qu'il a eu sous la période Rockets, qui ramènent aux Sixers, sauf que, c'était peut-être des joueurs qui étaient un peu dans leur prime de role player à l'époque Rockets, mais qui aujourd'hui, le sont plus du tout, en fait. Et c'est un peu ça, moi, qui me pose problème. Mmh. Ouais, sur cette gestion des signatures, c'est une des choses, qu'on a à reprocher à Moret. Au final, le bilan est quand même positif, hein, de mon point de vue. Parce que là, on dit beaucoup de négatifs aujourd'hui, mais juste pour mettre un peu de contexte, hem, enfin, avant ça, il a fait beaucoup de bonnes choses. Enfin, il arrive, c'est en 2020 et le roster est quand même hyper mal construit à ce Oui, moment-là. Enfin, il y avait Josh Richardson, Al Horford, il le transforme en Seth Curry, Danny Green, avec une flexibilité qui était quand même bien moindre qu'aujourd'hui. Enfin, les pics avaient quand même été bien dilapidés par Elton Brand. Je me souviens plus exactement ce qui restait, mais il me semble que c'était compliqué. Et aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est compétitive, à peu près tous les ans. Et malgré ça, il nous reste quand même énormément de pics pour une équipe compétitive. Donc, il y a quand même du positif, hein, sur Morey, mais c'est cette gestion des deadlines, hors gros move, hein, qu'il a pu faire, hein, comme Harden, c'est quand même globalement un peu décevant. disons que je trouve que les gros moves, il les a très bien faits. Même, il y a certains moves de role player, je dis pas, je pense à D'Anthony Melton qui avait été récupéré, c'était très bien. Mais tu vois, c'est pareil,
il y a des joueurs comme ça qui ont pas été conservés, ça pose un peu question aussi, tu vois? Alors Melton, il y avait aussi des problèmes de blessures, donc voilà, je comprends aussi, mais même la signature de Caleb Martin, c'était pas si mal, quand on a Mmh. signé, bah, c'est que la free agency, on a eu Paul George, bon, tu signes Caleb Martin, en plus tu te transformes en Quentin Grimes. Ça aussi, c'était voilà, Daryl Morey est capable de faire des très gros moves, mais en fait, je pense que le truc qu'il y a à retenir, c'est tu fais des mauvaises signatures, tu es au-dessus de la taxe, en fait. Au début de la saison, tu arrives au-dessus de la taxe et tu vas être contraint de passer en dessous à la trade deadline et ça va te coûter très cher parce que comme on l'a dit, à la table des négociations, eh ben, tu n'as pas la force face aux autres équipes et comme tu l'as Mmh. dit, très justement, peut-être que Jaren McCain a été aussi tradé parce qu'à la table des négociations, peut-être qu'une équipe s'est dit: «Mais, tu gentil, tu veux dumper, Drummond ou Kelly Oubre? Bah, nous, pour le faire, bah, donne-nous un first». Et peut-être que lâcher un premier tour de draft, je sais pas, ou 2 premiers tours, j'en sais rien, tu vois? Mais lâcher, plein d'assets, peut-être que la franchise ne voulait pas le faire. Parce que Ouais. justement, ils veulent se placer sur une star plus tard. Et peut-être que c'est pour ça que Jaren ils se sont dit: «Bon bah, OK, on n'a pas envie de sacrifier, nous des futurs assets et ben, allons, appelons des équipes, disons que, bah, voilà, on veut trader Jaren McCain, combien vous nous donnez?» Et bah, OKC s'est placé dessus et a lâché ce package-là. Peut-être que, tu vois, l'hypothèse de ça, c'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est totalement possible, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Mais Je enfin, pense q encore une fois, bah, je vais me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas sûr que ça soit un très bon calcul, hein, parce que, non, ça je suis enfin, d'accord. ouais, la valeur de McCain n'est pas forcément inférieure à des pics. Non, puis le problème, c'est qu'on pareil, pour pas se répéter non plus, mais pour moi, comme il a dit, on le revend plus haut. Non, pour moi, on le revend plus bas. Pour moi, c'est OKC qui fait la bonne affaire de y récupère un joueur, ils l'ont acheté bas. En fait, les bons GM, c'est souvent ce Mmh. qu'on dit, c'est tu vends haut et t'achètes bas. Bah, là, c'est ce que typiquement, c'est ce que Presti, il a fait. Presti, il a déjà plein de tours de draft en plus. Sur cette draft-là, ils vont en récupérer pas mal justement d'équipes, mal classées. Là, c'était peut-être un des pires qu'ils avaient, parce qu'en plus, ils vont avoir le choix des Sixers, le nôtre, qui est pour l'instant un meilleur choix, et donc ils lâchent un moins bon pour récupérer Jaren McCain. Je veux dire, pour eux, le move est franchement, pour moi, tu prends quasiment aucun risque en plus, même si McCain revient pas si bien que ça, admettons. Ah, t'auras dépensé un late first round pick et 3 secondes tours. Je trouve que c'est pas cher payé en fait pour un move comme Jaren McCain. Mais du coup, bah, on peut passer un peu peut-être au plus positif. C'est un peu ce que quand même pour contrebalancer tout ce qu'on a dit, je pense que ce que fait très bien Morey, bah, c'est un peu ce qu'il a toujours fait dans sa carrière, c'est ramener des joueurs stars. On l'a bien vu aux Sixers quand il est arrivé quand même le move de James Harden est quand même un super move. Quand tu regardes, c'est pas Mmh. non plus cher payé parce que tu avais quand même un Ben Simmons qui était, bah, c'est pareil pour le coup, lui, je pense qu'il était à sa valeur la plus basse parce qu'il jouait plus, puis de toute façon, on savait qu'il jouerait peut-être même plus aux Sixers, lui, il voulait partir. Donc tu vois, un joueur en partance qui joue pas du tout. Il y avait un peu ces trucs de blessure, mais je pense il s'était fait opérer, je crois, du dos, mais on savait pas ça, le fait qu'il revienne pas bien, j'ai envie de dire, on le savait pas avant. Donc Mmh. c'est plus le fait qu'il ait pas joué que sa valeur un peu était au plus bas. Donc tu le trades et en plus je crois que tu lâches un ou 2 premiers tours, c'est pas si énorme que ça pour un James Harden qui était encore à un calibre, bah, All NBA, hein, à ce moment-là. Donc franchement, ça, pour ça, c'était un top move. Bon, bah, il y a eu la signature de Paul George. Je sais que c'est beaucoup décrié parce que voilà, le contrat est très cher. Bon, on va pas revenir dessus. On en a pas mal parlé dans 76. Je pense que ça valait le coup parce que bah, tu le surpayes, mais parce que si t'étais bien obligé de le ramener d'un moyen ou d'un autre, t'es obligé de le ramener. C'était le prix à payer pour le ramener. Surtout que, en fait, tu le surpayes juste. Tu ne lâches aucun asset vu que c'est en free agency. Donc c'est ça aussi là pourquoi tu le surpayes, c'est aussi à cause de ça. Et puis c'est surtout que après les blessures qu'il a eues, ça tu peux pas le deviner en fait. Oui, c'est un joueur Mmh. injury prone, mais je pense que, bah, le pari valait le coup d'être tenté et ça, moi, je le blâmerai jamais pour ça, Daryl Morey. Donc ça, en termes de move de star, il y a rien à dire et peut-être que là, d'engranger des assets, bah, on l'a évoqué, peut-être que c'est pour faire Yanis, peut-être que, c'est pour faire, Kawhi Leonard parce qu'on voit bien que les Clippers, ben, on a l'impression qu'ils sont un peu en train de changer d'air. Donc,
voilà, je pense qu'en termes de move de star, je vais te lancer là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que là-dessus, c'est un peu le truc que fait très bien, Daryl Morey. Ah oui, oui, bah, c'est complètement, mais le trade d'Arden, il était inespéré, hein, dans notre situation de l'époque et ouais, on lâche 2 firsts, hein, pour le récupérer, c'est rien du tout. Il avait déjà commencé à décliner au niveau du scoring, hein, je m'en souviens, c'était un peu moins bien que la période Rockets, mais le passing était toujours là, puis même au scoring, hein, ça restait un joueur, de haut niveau. Hem, Paul George, bah, c'était un pari, mais un pari qu'il fallait tenter à mon sens, hein. De toute façon, toutes les signatures, il y a une part de risque, hein. Et tu savais que, bah, dans la théorie, tu signais pour les 2 premières années, et les deux dernières seraient compliquées. Bon, voilà, pas de chance, hein, les 2 premières sont compliquées aussi, mais dans l'idée, je comprends totalement ce trade et pour moi, il fallait le faire. Enfin, c'était compliqué de ramener un joueur aussi fort autrement. Après, ben, il fait en sorte d'avoir toujours suffisamment d'assets pour se mettre en position de faire un move. Enfin, là, quand on regarde les pics qu'on a, enfin, c'est assez incroyable d'en avoir autant, alors que l'équipe est compétitive depuis Mmh. 2018, hein. Enfin, ça fait 8 ans qu'on est en Ouais. playoff quasiment tous les ans, et malgré ça, on a plus de pics que d'années. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres franchises dans cette situation, je suis pas sûr, hein. C'est quand même assez fou d'avoir encore autant d'assets, après autant d'années à être compétitif et je suis pas surpris si, bah, cet été, il va nous chercher, alors Kawhi ou Giannis, je sais pas, après ça dépendra aussi des autres packages qui sont proposés, mais je pense quand même qu'on a de quoi proposer quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, on a des jeunes joueurs, enfin un seul, hein, maintenant on a plus qu'Edgecombe, Mmh. on a beaucoup de pics, enfin on a, des role players qui peuvent être quand même intéressants à mettre dans un package. Je pense à Grimes, hein, s'il est re-signé. Enfin, je pense quand même qu'il y a de quoi faire. Et là-dessus, ouais, je suis vraiment pas surpris s'il nous sort encore un gros move de son chapeau, cet été. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça aussi que des assets ont été récupérés, moi, je pense que c'est pour faire un move plus tard, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt ou alors en tout cas se placer en tout cas, si tu suis aussi ce qu'il a dit lors de la conférence de presse, c'est vraiment le truc qu'il cherchait à faire. Alors après, la question c'est est-ce qu'il cherchait à faire un move intermédiaire, c'est-à-dire ramener, tu vois, un fort role player? J'ai envie de dire, je sais pas, tu vois, un type Derrick White, sans dire que ce serait ces joueurs-là, mais tu vois, vraiment Mmh. un role player qui contribue ou Trey Murphy, ce type de role player, est-ce que voilà, est-ce qu'on voulait se passer ou alors, bah, comme tu l'as dit, une star, c'est-à-dire, bah, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, peut-être que ce sera ça. Puisque moi, ce qui m'interroge aussi dans notre roster, c'est en fait, moi, ce qui m'interroge et ce qui me dérange aussi, c'est on est un peu dans une double timeline, en fait, aussi, tu vois? Il y a à la fois l'espèce de timeline où Mmh. enfin, souvent on voit dans certains articles, la timeline Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et puis la timeline, Paul George, Joel Embiid, qui sont au-dessus de la trentaine, Maxey et Edgecombe qui sont les jeunes joueurs. Mais du coup, ça va être quoi le plan, tu vois? Est-ce que du coup, ils veulent un joueur qui fit un peu les 2 timelines? C'est-à-dire ramener un joueur donc c'est-à-dire tu veux pas sacrifier VJ, en gros, c'est ça que je veux dire parce que Mmh. on l'a entendu. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup de comment dire? C'est un jeu d'échecs, on le sait, les déclarations. Moi, quand j'entends, VJ Edgecombe est intouchable, bon, ça me fait un peu rire quand même. Qu'un rookie, OK, il est très sympa, c'est très cool la saison qu'il fait, mais enfin moi ça me fait un peu rire d'entendre que ce type de joueur est intouchable. Moi j'y crois pas trop. Si par exemple tu as l'occasion de faire Giannis Antetokounmpo, pour moi Vijay Edgecombe il est pas intouchable. Jaren McCain, il aurait pas été intouchable, enfin voilà. Joel Embiid dans son prime, il est intouchable, ça je suis totalement d'accord. Même Tyrese Maxey pour moi n'est pas intouchable, hein, je suis désolé de le dire, hein. Mais, pour moi c'est pas ce genre quand tu es pas un joueur top 10, top 20 NBA, tu n'es pas intouchable en fait. Donc, pour moi ces joueurs-là, VJ Edgecombe et cetera, ne sont pas intouchables. Mais j'ai envie un peu de te lancer sur cette double timeline. Moi je trouve que ça a toujours été un jeu dangereux, ces doubles timelines où en fait on s'est tu vois, j'ai l'exemple récent des Warriors où, bah, finalement ça a amené à rien. Alors, les joueurs, je pense, c'était peut-être un poil moins prometteur aussi, tu vois? Les Mmh. Moses Moody qui avaient été récupérés, les Jonathan Kuminga, bah, on a bien vu ce que ça a donné. D'ailleurs, là, ils ont finalement séparé de Jonathan Kuminga, mais ça faisait un moment qu'on entendait parler de ça.
Mais tu vois, on est un peu dans cette timeline où tu sais pas trop non plus, j'ai pas trop en tête ce qu'ils veulent faire entre renforcer à la fois le roster tout en gardant la double timeline ou alors vraiment se dire: «Bah, on en choisit une, soit on joue le titre à fond et on ramène une star, mais ça veut dire tu sacrifies Edgecomb, ou alors tu ne sacrifies pas Vijay, mais du coup tu vas ramener un joueur, bah, d'un calibre un peu intermédiaire qui contribuera, mais qui du coup tu t'enfermeras encore dans cette double timeline avec Paul George, avec Joel Embiid, avec Tyrese Maxey, avec Vijay Edgecomb». Bah, alors moi, c'est cette question de la double timeline, je me la posais énormément en début de saison, quand Embiid était vraiment au fond du trou avec, et puis, bah, McCain, qui avec qui on avait toujours beaucoup d'espoir. J'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers la enfin que Morey a l'air d'avoir quand même tranché pour la timeline, actuelle et puis après je sais pas si vraiment, Edgecombe, ne s'inscrit pas dedans parce qu'il a un contrat quand même, assez, assez léger, hein. C'est un contrat de rookie, Mmh. qui permet quand même de compléter ce roster, à 3 contrats max. Que même si Paul George s'en va dans un trade pour Giannis ou pour Kawhi ou j'en sais rien, ou n'importe qui d'autre, on ira sûrement chercher un contrat très lourd. Donc, avoir des contrats rookies à côté, ça peut être utile. Enfin, j'ai l'impression quand même que qu'on commence à privilégier le court terme au long terme. Autant, quand on avait, McCain et Edgecombe, on se disait quand même qu'il y avait une nouvelle timeline, très jeune, qui permettait de reconstruire sans détruire, ce qu'on avait fait avant. Hem, Autant là, j'ai l'impression quand même qu'on veut être, compétitif, le plus longtemps possible. Enfin, on a un joueur comme, Joel Embiid, hein, qui est pas éternel, hein, mais on sait que c'est très compliqué de retrouver un joueur de ce niveau-là et puis, je pense pas qu'Edgecombe soit une pièce suffisante, pour bâtir autour. Enfin, on aurait drafté Cooper Flagg ou Dylan Harper, je pense Ça, je que suis la d'accord. question aurait été différente. Mais là, enfin, on a un jeune avec, Maxey qui est plus si jeune que ça. Il doit être quand même à sa 6e ou 7e saison. J'ai l'impression quand même que la reconstruction, est plus vraiment d'actualité. Enfin, je, à mon avis, on va potentiellement rebuild à un moment, mais une vraie reconstruction en repartant de tout en bas, je suis pas sûr. Bah, en plus, ça a jamais été on l'a souvent évoqué, ça a jamais été la politique de Daryl Morey alors ça veut pas dire qu'il le fera pas, hein, mais en tout cas aux Rockets, il a jamais tanké en fait, hein. Le plus haut ch Mmh. là, le pick Edgecombe, c'est le plus haut choix qu'il ait jamais eu de toute sa carrière de GM, et Daryl Morey, c'est un GM qui est là depuis avant les années 2010, hein. Donc quand même, je veux dire, c'est Mmh. pas voilà, c'est pas un GM récent, donc pour dire, il a connu beaucoup, beaucoup de timeline aux Rockets. Il est arrivé en fait à la timeline, Yao Ming et Tracy McGrady, c'est pour dire que ça date, hein, quand même. Mais en fait, il a toujours fait des trades, il s'est toujours placé en fait dans des trades et c'est peut-être ce qui sera fait. D'ailleurs, je serais peut-être pas totalement étonné, mais c'est vrai que, bah, une reconstruction par le bas paraît improbable. Après, en plus, de toute façon, tu vois, j'ai envie de dire, si par, miracle, tu te sépares, enfin, tu décides de reconstruire, mais du coup, tu arrives à te séparer de Embiid et de Paul George, est-ce que tu seras suffisamment mauvais, tu vois, avec Maxey et Edgecombe? Je sais pas certain, tu vois? C'est un peu toujours le Mmh. problème. Est-ce qu'il du coup, il faudrait pas tout trader un peu tout ce beau monde, même, Tyrese Maxey inclus dedans, pour être en fait pour vraiment être en bas quoi, tout au fond du classement? Parce que c'est ça le but, hein, quand tu veux tanker, faut vraiment être au fond. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ce que veut faire la franchise. Moi, je serais pas étonné qu'un move, ouais, comme Yanis soit fait, enfin, en tout cas, que Daryl Morey tente le coup sur un move comme ça, ou Kawhi Leonard. Comme on le sait, les Clippers j'ai quand même l'impression, je sais pas si c'est un retooling, un rebuild, mais en tout cas de récupérer un joueur comme Garland. Bah, ta timeline, tu l'as rajeuni, tu vois? Tu t'es séparé de Harden qui était beaucoup plus vieux, tu t'es séparé de Zubac et tu as que récupéré des picks qui avaient une énorme valeur parce qu'en plus, le pick qui récupère des Pacers, ils ont 50 de chances de l'avoir. En fait, en gros, les Pacers si à la loterie, le pick est entre la place 1 et 4, il restera à Indiana, mais par contre, s'il est entre la place 5 et 10, il ira aux Clippers, et je Mmh. peux vous dire que c'est un pile ou face en gros, hein, parce que même si les Pacers ont le pire bilan de NBA, il y a 47 de chances qu'il aille aux Clippers quand même.
donc c'est énorme, hein. Donc tu vois, les Clippers peuvent récupérer vraiment un très haut choix de draft, ce qui voudrait dire, tu vois, ça peut encore plus motiver à faire un espèce de rebuild, tu vois? Et du coup, Kawhi, ça fait pas sens, en fait, qu'il reste dans ce projet-là. Mmh. Ça ferait sens qu'ils s'en aillent et en plus nous, bah, on a un peu leurs assets qui les intéresseraient, tu vois? S'ils veulent faire un espèce de rebuild, bah, le pick 2028, il est aux Sixers et on a un swap 2029 qui est aux Sixers. Donc tu vois, ça ferait sens un peu de faire un trade, eux, pour récupérer leurs assets, que nous, on récupère Kawhi. Bon, par contre, c'est sûr que pour faire le filler, ce sera forcément Paul George, il y aura pas d'autre solution, tu vois? Mais récupérer un joueur comme ça, par contre, te permettrait de garder tes 4 joueurs. Je pense qu'aucun ni Maxey, ni, VJ, ni Embiid serait en gros, ce sera un swap Paul George et tu Mmh. récupères Kawhi, quoi. Ouais, c'est ça. Je reviens juste sur Maxey rapidement. Personnellement, j'ai un avis quand même tranché sur la question. Enfin, pour moi, il est, dans la timeline actuelle, mais dans une reconstruction éventuelle, il aurait pas sa place. Pour moi, il faudrait le Oui, on est trader. d'accord. Enfin, ouais, ouais, enfin, il a trop de valeur en fait, enfin, on récupérera rien d'Embiid, ni de Paul George. Le seul qui a de la valeur dans nos gros contrats actuels, c'est Maxey. Et donc, il y a un vrai avantage à le trader autre que, il est trop fort, il nous empêcherait de récupérer des hauts picks. Je pense vraiment que dans un trade de Maxey, c'est un joueur, enfin, trop intéressant pour une équipe, pour ne pas aller chercher sa valeur, dans un trade. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, surtout que, bon, de toute façon, on est coincé parce que voilà, alors à la fin de la saison, le contrat de Paul George, il y aura plus que, j'ai envie de dire entre guillemets, 2 saisons. Mais tu vois, finalement, ça passe quand même 2 saisons, c'est pas bah, ça va quoi, je veux dire, c'est pas non plus si long que ça. C'est plus le contrat de Joel Embiid, hein, qui va encore courir sur 3 saisons, hein, après la fin de cette saison-là, hein, ce qui est encore beaucoup. Alors le point positif, c'est qu'il rejoue à une bonne forme, ce qui est quand même plutôt positif. Alors qu'avant, c'était vraiment, bah, il y avait l'énorme contrat et il jouait presque pas, ce qui était un peu, ce qui posait, quand même question. Je pense que du coup, on peut basculer un peu sur du coup le je sais pas si tu avais des choses à rajouter, hein, sur Daryl Morey, mais sinon on peut basculer sur un peu le dernier sujet, c'est, bah, qu'est-ce qu'on attend un peu de cette deuxième partie de saison? Puisque là, bon, bah, on arrive un peu vers la fin, on a dépassé après le All-Star Game, c'est pas la mission, tu vois? On a joué 54 matchs, donc ouais, il nous reste 28 matchs à jouer, ce qui est pas si énorme que ça. Alors il y a la suspension de Paul George qui va durer, allez, un gros mois encore, ce qui est quand Mmh. même pas rien, hein, on l'a bien vu sur les derniers matchs que ça fait quand même cruellement défaut, qu'il soit pas là. Mais bah, voilà, alors le calendrier est pas si dur que ça. Il y a tu sais, le strength of schedule, là, la difficulté Mmh. du calendrier de Tankathon que je regarde un peu. Alors, soi-disant, on serait 23e plus dur calendrier, donc 7e plus facile de NBA. Je sais pas trop ce que ça vaut leur calcul, mais déjà, bon, on est dans la conférence Est où on rencontre pas non plus des très fortes équipes. Moi, j'ai envie de te lancer. Qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison en termes de classement, en termes de niveau de jeu, et cetera? Bah, alors déjà en termes de classement, sincèrement, je pense que l'Est est très ouvert, dans le sens où, le facteur aléatoire du seeding va être très important. Hem, en fait, tout le monde entre 2 et 8, les places sont très loin d'être figées, et donc on peut pas vraiment maîtriser ça et enfin il y a un côté aléatoire, hein. Si tu prends les Cavs, ben, tu peux les prendre en terminant 3e ou en terminant 6e, quoi. Ce que je veux, c'est vraiment éviter le play-in quand même parce que Oui. ça se joue sur un match, enfin on sait jamais, quoi. Donc terminer dans les 6 premiers. Après, hem entre 2 et 6, je suis pas sûr que ça change au final, énormément de choses. Voilà, je veux éviter les Cavs quand même en play-off, c'est l'équipe que je veux pas rencontrer. Et puis après, bah, je trouve quand même que les dernières semaines ont pas été, ont pas été terribles quand même en tant que fan Non. des Sixers, hein. C'est entre le trade de McCain, la suspension de Paul George, même les matchs, hein, enfin, c'est mon avis personnel, hein. Moi, je prends moins de plaisir qu'à d'autres périodes, à les regarder. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une partie de la hype qui s'est un peu envolée, donc j'aimerais quand même retrouver un petit peu de plaisir à ce niveau-là.
Bah, l'effectif a pas trop bougé, hein, à part McCain, hein, mais qui apportait Oui, de pas toute façon, grand-chose à court il avait terme pas un quand gros même, temps de hein. jeu, ouais. Oui. Donc l'effectif va être sensiblement le même. Hem, Paul George finira par revenir, hein, j'espère qu'il reviendra en forme, hein, ça peut-être que ça peut nous servir pour les playoffs, hein, je sais pas. Hem, ouais, j'espère, juste qu'on va retrouver quand même, une équipe, performante et puis, bah, que tout le monde sera présent en playoff, hein. C'est toujours le facteur le plus déterminant avec cette équipe, hein. Parce que Embiid, en fonction de s'il est là ou il n'est pas là, bah, ça change du tout au tout. Ouais. Bah, en fait, Mmh, on se rend compte qu'on est encore très dépendant de lui, hein, Ouais, ouais, moi je te rejoins en termes de classement, je pense que moi j'ai pas d'attente en niveau place. C'est-à-dire je me dis pas: «Ouais, il faut absolument qu'on soit entre ces places-là». Par mmh, contre, là où je te rejoins, c'est il faut qu'on évite le play-in, donc faut être entre 2 et 6. Tu vois? Là, je regarde actuellement, on a 2 victoires et une défaite d'avance avec le Magic. En gros, c'est 2 matchs et demi si on peut, 1 match et demi pardon d'avance en gros sur le Magic, donc c'est quand même assez serré, hein. Je crois que par contre on mmh, a le tie-breaker si je dis pas de bêtises sur eux, il me semble bien, donc si on est à égalité, on serait quand même devant. Après le être 5e, 4e, 3e, je vois pas trop. En plus, en fait, c'est tellement, comment dire? Je pense qu'il y a pour moi, on l'a dit, il y a pas trop d'équipes qui se dégagent à l'Est. Enfin, au moment où on en parlait, moi, quand même, je trouve que les Cavs commencent à se dégager de tout ça. Quand même, le trade mmh, de James Harden, je trouve que c'est pas rien, contrairement à ce qu'a dit Morey. Il a un peu déclaré que, il y avait aucun move de la conférence Est qui bougeait l'aiguille, selon lui. Bon, je suis pas trop d'accord. Après, est-ce que c'est encore l'animosité entre lui et James Harden? Je pense que c'est peut-être même plutôt ça. Mais je trouve que quand même, en fait, le truc, c'est que le Cleveland, Garland, il jouait pas. Donc il était tout le temps blessé cette saison et ramener un Garland blessé, enfin ramener un James Harden qui va jouer contre un Garland qui était quasiment tout le temps blessé, bah déjà rien que ça a de la valeur. Puis je trouve que ça va mmh, apporter un peu des problèmes structurels qu'ils avaient de pas battre le switch en playoff, d'importer un peu du 1 contre 1 et puis même défensivement, même si James Harden n'est pas un top défenseur, mais tu vois, d'avoir un joueur beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud contre un Garland qui était beaucoup plus frêle et qui pouvait se faire cibler, bah voilà, déjà, moi je pense que tu as gagné beaucoup et je pense que moi c'est l'équipe que je mettrais favori maintenant de la conférence Est, alors qu'avant oui, je suis il d'accord, était quand ouais. même un peu moins. Mais je trouve que vraiment maintenant c'est l'équipe qui se dégage. On va voir en deuxième partie de saison, mais je serais pas étonné déjà que eux ils fassent un peu une remontée au classement, surtout qu'ils sont. Alors Détroit a vraiment creusé le trou. Je pense que sauf accident, ils vont finir premier. Mais tu vois, je serais pas étonné que Cleveland remonte jusqu'à la deuxième place du classement. Donc ce qui voudrait dire qu'ils rencontreraient, bah, une équipe du play-in, mais c'est vrai que faut moi j'ai envie de dire gardons cette sixième place même si ça bouge pas tellement. Bon, ben, voilà, après qui on rencontrera entre New York, Boston. Alors Boston, il y a toujours l'énigme Tatum, mais j'ai un peu des signaux qui me font dire que Tatum reviendra pas. Déjà, leurs moves qui sont faits à la deadline où finalement ils ont pas fait un gros move, tu vois? Ils ont juste ramené Vucevic, mais finalement c'est plus un move financier et puis Tatum qui a un peu déclaré: «Ouais, je sais pas trop». Il y a un moment, dans ses déclarations, c'était plus: «Oui, l'objectif c'est de revenir» et là, il a plus ou moins dit: «Oui, c'est pas sûr que je revienne», donc j'ai un peu tendance à me dire que je pense qu'il reviendra pas. Donc tu vois que tu rencontres Toronto, New York ou Boston, j pas l'impression que c'est tu auras des équipes qui auront des qualités, mais qui auront quand même des gros défauts, donc je pense pas que ça change grand-chose. Donc j'ai envie de dire, même si on reste à ces 6e places, je vois pas trop ce que ça change, hein, au final. Mmh. Ouais, clairement. Non, mais qu'on assure le top 6, c'est le plus important. Puis après, bah, c'est pas vraiment entre nos mains, hein. Enfin, on peut pas dire, à l'instant T qui terminera, entre 2 et 6. Les places vont bouger, c'est sûr. C'est ça. Et après, ben, moi, c'est plus les attentes, ouais, en termes de niveau de jeu. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi, les derniers matchs, bah, ont pas été terribles, mais en fait, enfin, tout est lié au fait que, bah, la dépendance à Embiid et puis l'absence de Paul George fait très mal. Vraiment, moi, je trouve qu'elle fait énormément de mal en défense, Mmh, où j'ai un peu l'impression de revoir les Sixers du début de saison, là, tu sais, où bah, Paul George était encore blessé. Et la défense, c'était assez catastrophique. En plus, on avait encore Joel Embiid qui bougeait pas, même si Embiid est, moi, je le trouve pas encore très bon défensivement parce qu'il y a plus la mobilité quand même d'auparavant. Mais en plus, là, il jouait même pas, donc ce qui était même encore pire.
Mais ouais, l'absence de Paul George fait très, très mal à la défense où il y a beaucoup de cibles. Bah, Kelly Oubre qui est pas du tout discipliné, non plus en défense. Il y a aussi des fois des temps de jeu toujours de Nick Nurse, des alignements aussi de certaines line-up, je trouve qui font pas très sens. Et puis, bah, sans Embiid en attaque, tu te rends compte que, bah, voilà, tu plus de créateurs de décalage et autant, tu vois, en début de saison, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, c'est-à-dire, on avait un peu une surchauffe à 3 points, ce qui fait qu'en attaque, on arrivait quand même à bien performer, malgré le fait des absences des superstars comme Joel Embiid. Là, tu vois, il y a plus la surchauffe à 3 points et que Joel Embiid soit pas là et en attaque et Paul George soit pas là en défense. Ouais, je trouve qu'on l'a quand même pas mal vu, hein, lors des derniers matchs et même quand Embiid était là, je trouve qu'en défense, c'était quand même problématique. Je sais pas toi ce que tu en penses un peu de tout ça? Oui, ben, clairement. Oui, non, mais la défense, il y a une vraie équipe, avec et sans Paul George, hein. C'est vraiment le facteur X de notre défense et Ouais. son absence, c'est très compliqué, mais après bon, je me dis, niveau comptable, on a quand même limité la casse, hein. Enfin, sur le gros road trip, qu'on a fait de 6 matchs à l'Ouest, on termine en 3-3, donc je me dis que c'est au final, c'est pas si mal et quand Paul George reviendra, j'espère que ça se remettra en place. Après, il y a eu un gros problème au rebond, aussi. On subissait énormément de rebonds offensifs. Hem, c'est compliqué ça, il y a une il y a Embiid, hein, qui est de moins actif, qui est de moins en moins actif à ce niveau-là. Je sais pas si on arrivera à résoudre ce problème avant les playoffs. Hem, ouais, Bah, je ouais, en fait, le problème, rapidement, en fait, le problème du rebond, c'est aussi les schémas de Nick Nurse, hein. Je veux dire, il y a je pense que tu peux retourner le problème dans plein de manières différentes, mais tu regardes, le Toronto Nick Nurse et les Sixers depuis que Nick Nurse a repris l'équipe, c'est des équipes qui sont pas bonnes au rebond défensif, en fait, parce que c'est des schémas, très agressifs. En fait, moi, j'ai aussi un petit problème par rapport au tu vois, je me ça me rappelle une question là qu'on a vue lors de la FAQ de qu'est-ce qui, vous énerve le plus dans les schémas de Nick Nurse? Bah, moi, c'est pas tellement ces schémas, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être l'adaptation quand on n'a plus des joueurs comme Paul George ou Embiid, où je trouve que, surtout contre les Knicks et même contre les Suns, je crois c'était, en fait, on fait des schémas ultra agressifs où on vient faire du edge, où on vient aider très agressivement, mais je trouve qu'on n'a pas les joueurs pour, en fait. Que tu fasses ça quand tu as Embiid, Paul George, qui peuvent un peu boucher les trous et qui sont bons là-dedans, OK, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, quand tu as des joueurs comme, Kelly Oubre ou même, tu vois, Maxey qui peut se faire cibler off ball, des trucs comme ça, faire des schémas autant agressifs et que tu as pas les joueurs pour compenser ces lacunes-là, moi, j'ai un peu un problème quand même avec ça, où je trouve qu'on fait des fois en fait, Nick Nurse adapte pas ces schémas qui sont OK, qui sont bons, d'un point de vue enfin, en tout cas à la base, mais il les adapte pas au niveau de son personnel et c'est vrai que je pense que c'est aussi sur les derniers matchs, bah, tu fais des schémas ultra agressifs en hard edge, sauf qu'en fait, t'as pas les joueurs pour boucher les trous, après. Le hard edge, tu viens à 2, sauf qu'en fait, en fait, il faut compenser derrière parce que tu as un 4 contre 3 et en fait, t'as pas les joueurs pour compenser ce 4 contre 3 parce que comme j'ai dit, c'est beaucoup de joueurs petits comme Maxi ou alors des joueurs comme Oubre qui sont pas du tout, disciplinés là-dedans. Moi, c'est peut-être plus là-dessus aussi où j'ai un peu un problème où, il y a pas trop une adaptabilité là-dessus. Bon après, c'est sûr que t'as pas non plus le personnel et de toute façon, dès que tu as une absence, c'est un peu le problème. T'as pas un énorme personnel pour compenser tout ça et puis en attaque, je trouve le spacing, hein, moi, c'est un peu ce oui. qui m'a dérangé sur les derniers matchs, c'est le problème en fait quand tu alignes des line-up avec Kelly Oubre et Dominique Barlow, ben, en fait 2 non-shooters moi c'est un peu rédhibitoire quoi. On le sait, hein, en 2026 la NBA, bah, ils abandonnent en fait, et quand tu plus Paul George, quand, bah, là tu plus Jared McCain, bah, ouais forcément tu le vois, hein, le non-spacing et moi je trouve que c'est un peu ce qui est problématique, hein. Ouais, c'est très, très visible, hein, le problème de spacing et enfin, au niveau de la profondeur, on en a plus tant que ça, hein, des joueurs, capables de spacer vraiment. Oui. Sur les lignes arrières, bon, il y a Grimes théoriquement, même si la période est un peu compliquée, Edgecombe,
Edwards, mais Edwards, il fait une mauvaise Ouais, il saison à shoot ce pas trop, niveau-là, ouais. ouais, c'est dans la théorie, c'était censé être un bon shooter, enfin, mais cette saison, c'est compliqué et en fait, on fait rapidement le tour, hein, parce que, tous nos ailiers, que ce s Jabari Walker, c'est pas un grand shooter, Barlow, non, Kelly Oubre, non. En fait, tu fais très vite le tour et quand tu regardes le minutage, ben, c'est quasiment que des non-shooters au poste 3 et 4. Ouais, C'est assez terrible en ce moment. Mmh. ouais, ben, en fait, moi, j'aimais bien en fait, moi, je pense que la meilleure line-up je suis pas allé voir les il me semble si j'étais à jeté rapidement un coup d'œil au net rating des line-up, même si faites attention avec ça parce que c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de bruit dedans, enfin, il y a l'adresse des adversaires à 3 points et cetera. Enfin, en plus, surtout qu'on a eu beaucoup de blessés, c'est pas mais pour dire, tu vois, la line-up, Maxey, Edgecombe, Paul George, Dominique Barlow, Joel Embiid, je pense que pour moi, c'est la meilleure line-up où tu as un peu le Oui. «meilleur des 2 mondes» entre guillemets, où, bah, en attaque, tu arrives quand même à avoir un spacing qui est pas mal parce qu'en plus moi j'aime bien Dominique Barlow, même s'il shoot pas, je trouve que off ball, il est bon dans les cuts, pour se présenter, pour faire un petit peu de connecting. Je l'aime bien là-dedans, chose que Kelly Oubre, je trouve que, bah, est assez mauvais et justement moi c'est ce qui me dérange quand on l'aligne en fait, on a aligné plus Kelly Oubre que Barlow et je trouve que en fait ça te cause plein de problèmes parce que la discipline défensive, plus le non-spacing, plus un joueur qui fait pas de connecting, alors que Barlow quand même t'apporte, bah, des 2 côtés du terrain, hein, pour l'attaque ce que j'ai dit, et puis la défense, il est très bon dans les protections de cercles secondaires et moi j'aime beaucoup aussi sa défense et je trouve que c'était avec cette line-up là en fait que tu avais le meilleur des 2 mondes, j'ai envie de dire entre l'attaque et la défense. C'est vrai que, bah, depuis la blessure de Paul George et puis, bah, ouais, le retour de Kelly Oubre, moi je suis désolé, je vais encore taper dessus, mais c'est pas il y a le problème Oubre et puis il y a le temps de jeu et le statut en fait qui lui est donné, où c'est beaucoup trop en fait et ça se voit en termes d'attaque et en termes de défense, quoi. Mmh. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est la line-up qui devrait, débuter tous les matchs. Enfin, Ouais, quand on est au bon. complet, évidemment. Donc, bah, j'ai envie de dire, bon, Paul George, de toute façon, on le sait, il sera pas là pendant un gros mois. Là, le but, ça va être vraiment de survivre. En fait, il faut pas aller en dessous de cette sixième place. J'attends pas grand-chose en termes de résultats, si ce n'est si on peut être allé à l'équilibre et un peu mieux qu'à l'équilibre en termes de résultats. En fait, juste ce qu'il faut pour rester à la sixième place. Parce que je Mmh. pense que en fait, l'effectif a trop de défauts sans Paul George en défense. Et bon, bah, Joel Embiid avait un peu apparemment des soucis au genou là, un peu avant, mais rien de grave. En plus, c'était son genou droit, pas le genou opéré, hein, je tiens à le dire parce que j'ai vu cette info-là. Donc c'est pas je pense que c'est rien de grave, je pense qu'il sera de retour à la deuxième partie de saison. Par contre, c'est pareil avec Joel Embiid, j'ai envie de dire un petit astérix, mais faut peut-être un petit peu surveiller son temps de jeu parce que je trouve qu'il joue un peu trop, moi. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Oui, c'est vrai. Enfin, c'est surprenant, franchement, bah, ça a l'air de tenir quand même, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'il enchaîne, enfin ouais. enchaîné, pour Joel Embiid, hein, évidemment, mais je suis assez surpris à ce niveau-là, mais ouais, ça serait bien de pas trop tirer sur la corde. Ouais et en parlant de rating, on en a parlé un peu en off, peut-être rapidement, ce petit sujet-là, mais je sais que j'ai revu pas mal de la fanbase se plaindre, tu sais, des 3e cartons et j'ai vu pas mal d'articles aussi, un peu être écrits sur le sujet là, sur des beatwriters, américains qui couvrent les Sixers, où en fait, bah, oui, les Sixers, depuis le début de l'année font des 3e cartons catastrophiques. C'est la pire équipe, mais de loin, hein, en plus, il y a au moins 5 points d'écart de net rating entre le dernier, qui sont les Sixers, et l'avant-dernier, qui sont les Pacers. Mais j'ai envie alors, moi, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, bah, qui t'expliquent le pourquoi, enfin, le quoi, en gros. Bah, le quoi, c'est en fait, c'est surtout l'attaque, en fait, c'est surtout l'offensive rating et un peu le defensive rating, mais surtout l'offensive rating qui est très mauvais lors de ces 3e quart-temps. Mais le truc, c'est que, le pourquoi, j'ai jamais vraiment vu d'explication, mais alors je te lancerai peut-être un peu là-dessus. Moi, je pense que l'explication, elle est simple, c'est juste, d'un point de vue, sous-chauffe à 3 points. Je suis allé voir les stats, les Sixers shootent à 32 à 3 points, lors des, 3e quart-temps, alors que normalement ils shootent à 36 lors de la saison et pareil pour, le 3 points des adversaires, c'est l'inverse en fait.
Ils encaissent le pire pourcentage, je crois que c'est 40. Les adversaires shootent à 40 à 3 points pendant les 3e quart-temps. Donc bon, j'ai envie de dire: «Bon, bah, ouais, tu es la pire équipe à 3 points, dans le 3e quart-temps et la pire, enfin celle qui en concède le plus». Je pense que l'explication, elle est un peu là. J'ai pas envie de chercher plus que ça. Enfin, j'ai de creuser plus que ça amènerait à rien parce que je vois pas qu'est-ce qui ferait que c'est pas un pour moi, c'est pas un truc tactique, c'est pas un truc de comme j'ai pu entendre de coaching ou d'adaptation de coaching. Je pense que ça va pas jusque-là non plus. Ça me passe ça tu vois, c'est pour moi, c'est des choses qui sont aberrantes, surtout quand tu vois les stats de 3 points. Bah, je pense que l'explication est tout simplement là et en plus, tu peux subir des surchauffes ou des sous-chauffes pendant toute une saison, donc sur juste un quart-temps, enfin, tu vois? Bah, oui, c'est largement possible, même si c'est juste le troisième. Bah, c'est comme ça, quoi, j'ai envie de dire. C'est possible. Alors, je crois avoir vu passer le chiffre, hein, on est le deuxième pire net rating de tous les temps, hein, dans le 3e quart-temps. Je crois Ouais, que c'est c'est ça. ça. Enfin, c'est un truc Ouais, absolument ignoble. Maintenant, c'est compliqué de l'expliquer parce que la line-up qui commence le 3e quart-temps, généralement, c'est la même que celle qui a commencé le 1er c'est quart-temps. ça, Donc il y a pas de exactement. raison vraiment, logique à ça. Alors est-ce que c'est psychologique? C'est possible, hein, je sais pas, mais si c'est le cas, bah, nous on peut pas l'expliquer. Enfin, on n'est pas dans le vestiaire, on sait pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas, moi c'est quelque chose qui me questionne quand même parce que pour le coup le volume, reste faible, mais on est à ce point mauvais, que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Mais Bah, bon, en enfin, fait, le truc, c'est que moi, pourquoi pas, tu vois? Il pourrait y avoir, une explication. Le problème, c'est que je suis allé voir aussi les parce que les zones de tir, les tu sais, les par là où tu prends tes tirs, mmh, c'est des fois plus c'est pas des trucs qui sont sujets à la variance. C'est ça qui est bien. C'est vraiment que les tirs que tu veux prendre, c'est généralement ce qui est recherché par le coaching staff et par l'équipe. Donc par exemple, c'est-à-dire la fréquence à 3 points, la fréquence au cercle, la fréquence à laquelle tu vas sur les lancers francs, ça ne bouge pas lors du 3e quart-temps. C'est-à-dire tu prends pas plus de tirs au mmh, cercle, t'en encaisses pas plus, t'encaisses pas plus de 3 points, ça bouge pas, c'est juste tu concèdes plus de tirs et on le sait, le shoot à 3 points, surtout le shoot des adversaires à 3 points, mais c'est un truc qui est soumis à la variance, tu le contrôles pas en fait. Tu le contrôles pas ce truc-là. Je me souviens l'année dernière, j'en avais parlé dans le podcast que j'avais fait avec Guillaume quand on avait fait le bilan des Sixers. Et ben, on était l'équipe qui concédait le pire pourcentage à 3 points. Mais c'était pas un truc voulu, tu vois, c'est comme ça, c'était une mauvaise mmh, saison. Tu as des équipes, et on le dit souvent, c'est la défense Jedi ou c'est l'inverse. Bah, elles ont un bon defensive rating parce que les équipes, elles shootent mal à 3 points face à toi. Mais généralement, c'est pas un signe forcément de bonne défense. C'est juste, bah, tu as eu de la chance, entre guillemets, sur cette saison-là, où les équipes, elles ont mal shooté contre toi. Là, je pense que c'est juste un peu ça dans ce 3e quart-temps. Les équipes, elles shootent super bien contre toi lors du 3e quart-temps et toi, bah, tu shootes super mal. Mais alors que les tirs que tu cherches à avoir, c'est les mêmes. Et je veux dire, on même quand j'ai regardé les matchs, il y a rien qui m'a sauté aux yeux. Les choses faites tactiquement, c'est les mêmes, en fait. Il y a pas de différence à proprement dit. Donc moi, je vois pas d'explication, en tout cas tactique ou des choses comme ça ou de fatigue, ça me paraîtrait fou. Je veux dire, c'est après mmh. la mi-temps, donc je vois pas trop, tu vois? À la rigueur, le 4e quart-temps, bon, tu pourrais tenter de trouver un début d'explication, mais là, bon, juste après la mi-temps, je vois pas trop, et même, tu vois, en termes de line-up, tu l'as très bien dit. C'est pas comme si tu avais une line-up avec des role players, c'est la line-up qui débute au 3e quart-temps, c'est la même qu'en début de match et je crois Mmh. qu'en début de match, on est pour le 1er quart-temps, on est peut-être une des meilleures équipes, Bah oui, bah, c'est de c'est toute fa ça. tu vois, c'est ça, en C'est fait, donc à un moment, bon, c'est juste un rating d'un carton. Enfin, faut se rendre compte. Tu vois, j'ai dit les ratings des line-up, faut beaucoup s'en méfier. Sur une saison, les ratings d'un carton, c'est que 12 minutes. C'est rien, quoi. C'est vraiment mmh, rien. ouais. Non, mais j'ai pas d'autre explication, hein, de toute façon, je pense vraiment pas que ça soit tactique. Psychologique peut-être, j'en sais rien, peut-être un petit relâchement, mais de toute façon ça on peut pas le savoir vraiment. Enfin, nous on C'est n'est ça, pas ouais. apte Ça, pour juger c'est ça. Donc ça sert à rien d'aller trop loin quand même dans ces explications. Et puis bah ouais, peut-être la variance, l'aléatoire de d'un faible échantillon. C'est mmh. possible. Ouais, Mmh. moi, je dirais que c'est plutôt ça parce que je pense que les gens commencent à se dire: «Ouais, mais vous êtes gentil avec vos échantillons, mais là, quand même, c'est répétitif». Oui, mais même si tu mets bout à bout plein de 3e cartons.
ça te fait un mini échange, je sais pas, faudrait calculer le nombre de matchs entiers que ça te fait. Ça Mmh. doit peut-être te faire en tout une dizaine de matchs. Bah, 10 matchs, c'est rien du tout, hein, comme échantillon. C'est vraiment très petit, hein. Donc tu peux pas non plus te baser sur ça, tu vois? Il y aura une normalisation à un moment donné. Je pense qu'il faut plus se fier au net rating global qui est, je crois, on est proche des +0 ou +1, je crois, voilà, Ouais, ça je ouais, on pense est qu'on une peut. équipe très, très mid à ce niveau-là. Voilà. Bah, ça Mmh. ça on peut s'y fier. Après de le +1 il arrive parce que, bah, le 1er quart-temps, tu es en surchauffe et le troisième quart-temps, tu es en sous-chauffe. Bah, j'ai envie de dire, faisons le mélange de tout ça et là, tu auras le vrai chiffre, en fait. Plutôt que d'aller prendre un quart-temps et de dire: «Ouais, on est juste mauvais à ça, c'est pas bien, pourquoi?» Non, il faut juste prendre, en fait, ce que donne l'équipe dans sa globalité. Ce que donne l'équipe dans sa globalité, comme tu l'as dit, bah, c'est une équipe milieu de tableau et je pense que Mmh. on est une équipe milieu de tableau parce que aussi, je pense que là-dessus, il y a des nuances parce que Joel Embiid n'était pas le vrai Joel Embiid en début de saison et il a manqué des matchs et parce que pareil, Paul George, a manqué des matchs. Voilà. Ouais, exactement. Quoi, je sais pas du coup si tu voulais rajouter, des choses, Honoré? Non, non, sur ce point-là, Même sur enfin, d'autres c'est points? bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout cet aspect trade deadline. Non, c'est bon pour moi. OK. Bah, nous, je pense qu'on se retrouvera dans un mois, hein. Peut-être on fera le point du peut-être sur la fin de saison ou soit un pote sur, peut-être un conseil de classe alors qu'on attendra la fin de saison. En tout cas, si les Sixers vont en play-off, il y aura forcément des pods après en play-off, mais soit avant la fin de saison, on se retrouve, soit vraiment pour la fin de saison pour un peu parler de ce qui s'est passé, hein. Mmh. Bon, bah, on va vous laisser, hein, en tout cas, bah, merci à vous, hésitez pas à vous abonner, hein, à soutenir, la chaîne, le podcast et puis, bah, on se retrouve dans un mois, soit avec Amine tous les 3, soit je serai avec Honoré. Salut à tous. Salut!